2020, une session extraordinaire à l'entame qui a déjà été marquée par le dépôt d'un texte visant donc à conférer un statut particulier aux régions dites anglophones au Cameroun, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest. En toile de fond, l'accélération du processus de décentralisation à l'aube, bien entendu, des élections couplées, législatives et municipales qui sont prévues pour se tenir au Cameroun le 9 février 2020. Un code de décentralisation avec l'apparition de médiateurs régionaux, mais aussi la disparition de la fonction de délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine. Eh bien, l'on parle d'un super maire désormais qui sera élu et qui sera d'ailleurs membre des conseils et des conseillers municipaux. Dans cette visée, quel serait donc le statut des élus et aussi des maires par ce temps de décentralisation ainsi prononcé pour s'accélérer? Eh bien, c'est l'objet de notre émission ce soir, en compagnie bien entendu de nos invités qui sont déjà tous installés sur ce plateau. Je m'en vais les dévoiler en termes de profil. Je commence par Simon-Pierre Idiba. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir Ghislain. Et félicitations pour avoir été reconduit sur les listes du RDPC. Ce n'était pas évident. J'ai été investi. Maintenant, il faut préparer la campagne pour accéder une fois de plus au fauteuil de maire ou de conseiller municipal déjà. Permettez-moi de dire également bonsoir aux copanélistes et aux populations d'Obala qui travaillent dur pour l'amélioration de leurs conditions et de leur cadre de vie. Comment vous avez accueilli l'annonce de cette session extraordinaire, notamment avec ce code qui a été déposé aujourd'hui même, code portant décentralisation accélérée, puisqu'on parle effectivement de ce phénomène. Est-ce que vous vous attendiez à cela? Est-ce que c'est arrivé tôt? Est-ce que c'est arrivé tard? Bon, je dois dire que c'est un grand moment pour le Cameroun. Les gens peuvent croire que c'est un épiphénomène, que c'est quelque chose de pas très important. Mais je dois dire que le Cameroun, avec ce projet de loi, va certainement connaître un nouveau tournant de son histoire. Et nous n'avons pas encore toute l'information, nous n'avons pas lu tout le projet, nous n'avons pas lu tout l'exposé des motifs, mais nous pensons que c'est une véritable révolution qui se prépare. Et si ce texte est adopté tel qu'il est présenté, je crois que le Cameroun aura fait un pas de plus vers la décentralisation et donc vers son développement véritable. Sosthène Medal, bonsoir. Oui, bonsoir. Enseignant, ancien journaliste. Oui, ancien journaliste, mais on le demeure. Il y a une vingtaine d'années. C'est un vie, on reste journaliste, quel que soit ce qui peut arriver. Mais davantage ancien chercheur. Qui s'est investi dans la recherche scientifique et sciences techniques de l'information et de la communication. Aujourd'hui, on va dire un éminentissime membre du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Comment vous avez accueilli ce texte d'intérêt national général, même si vous ne participez pas aux élections du 9 février 2020? C'est un texte qui arrive comme ce colon anglais qui arrive très tard au port de Douala et à qui on a donné le nom de Mr. Toulit. 18 janvier... Il s'appelait Mr. Toulit. Oui, c'est le surnom qu'on lui a donné. Parce qu'il est arrivé très tard, alors que les choses se négocient, on lui demandait d'arriver à temps et les Allemands l'avaient devancé. Et puis on a donné le nom de Mr. Toulit. Autrement dit, Douala devait d'abord être britannique-anglais, du moins, en termes d'empire colonial. Et les Allemands avaient été plus rapides. Alors, 18 janvier 1996, plus de la moitié des Camerounais qui nous regardent n'étaient pas encore nés. C'est à partir de ce moment-là, cette date-là, qu'une loi fondamentale, une nouvelle constitution est adoptée en 1996. Suite d'ailleurs à une grande réunion qu'on avait appelée la réunion tripartite, et suite précédemment à des crises politiques très profondes qui avaient failli faire basculer le Cameroun dans la violence irrémédiable et irréversible. Vous vous rendez compte, et cette constitution de 18 janvier 1996, ceux qui l'ont écrite, y ont mis un adjectif, pas un adjectif, un adverbe, progressivement. Non, je ne peux pas partager l'enthousiasme de M. Idiba, qui est un gentleman, le connaît très bien. Bravo à vous pour votre modeste ville qui, néanmoins, tient bon. Mais nous devons donc le MRC reconnaît qu'il y a quand même des évolutions sur le terrain en termes de développement. C'est Cameroun. Lord Poulet, voilà une loi qui arrive très tard.
non seulement elle arrive très tard, mais on met encore la charrue avant les bœufs aussi. C'est quoi la charrue? Je reviens de la région anglophone, où j'ai passé des journées et des nuits entières. Ça peut avoir l'air de temps en temps très calme, mais le jour où j'arrive, à Motengene, on annonce 3 morts. J'ai envie de dire qu'est-ce qu'ils étaient ces morts-là. Mais ils sont morts des suites de balles. Et pendant que nous sommes là-bas dans le sud-ouest, bien entendu, tout un quart des transports est enlevé. Et nous devisons aussi en tout temps avec des gens. Parce que nous sommes des politiques, nous allons auprès des gens et ils disent, attendez, ils disent qu'il y aura élection. On va élire qui? Qui sera légitime? Il y a toute une partie du Cameroun où on se pose trop de questions sur, effectivement, la légitimité de ceux qui seront élus ou qui seraient élus en février prochain. Il y a donc problème à ce sujet-là, parce que, effectivement, il y a une plaie béante aujourd'hui, une plaie béante quant à l'unité nationale ou l'intégration nationale, et on est arrivé à un problème anglophone que les amis de M. Idiba, peut-être pas lui-même personnellement, ont passé le temps à nier que ça existait. Et maintenant, c'est une crise camerounaise, et on veut forcer, je tiens à vous dire que des listes de candidatures de ces personnes de ces régions-là ont été faites à Yaoundé. Et c'est terrible quand on vit l'atmosphère lourde de là-bas, et qu'on arrive ici et qu'on a l'impression que les gens s'amusent. Très bien. Avec le pouvoir. C'était la première prise de parole du professeur Sostin Medalipote. Alors, monsieur Zoua, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là en tant qu'au cadre du Social démocratique du SDF. C'était l'une des revendications de cette formation politique. Finalement, vous dites, Dieu merci. Non, ne dites pas ça. Je sais qu'au Cameroun, on a l'habitude de ne jamais mettre les choses dans leur contexte. Reconnaître qu'en fait, c'était face à l'obsession du RDPC de demeurer dans la logique de l'oppression qu'on s'est dit ces petites concessions, au moins faire évoluer les choses pour qu'au moins le minimum soit atteint. Pourquoi vous ne pouvez pas reconnaître que c'était une revendication du SDF depuis belle lurette? Non, mais il y a eu des blocages à l'Assemblée nationale, oui, maintenant qu'on y arrive. Je suis en train de répondre. La posture du SDF fondamentale, c'est le fédéralisme, vous le savez très bien. Oui, voilà. Nous savons que c'est votre position. Donc, bien avant l'élection de 2018, les positions, les projets, c'est le fédéralisme. Mais malheureusement, on n'a jamais débattu de cette question pour savoir quelles sont les vraies motivations, l'exposé des motifs pour que la question soit rejetée. On n'a jamais pu comprendre pourquoi le Parlement camerounais n'a jamais pu se prendre à main une telle préoccupation, tout comme la question anglophone n'a jamais pu être débattue là-bas. Alors que fondamentalement, c'est ça la revendication. Au point où, au cours de l'histoire, les positions ont migré, certains se sont radicalisés pour exiger la sécession. Alors, comme disait M. Mida tout à l'heure, au lieu de réagir à temps et donner beaucoup plus d'importance au courant médiateur intermédiaire de la fédération, du fédéralisme, on a voulu se radicaliser alors que la revendication était somme toute légitime, puisqu'on reconnaît aujourd'hui qu'il y avait une question de bonne gouvernance et qui a justifié justement cette position depuis cette concession, en fait, depuis 1996. Tout à fait. Ce fut une concession également. Donc aujourd'hui, on a l'impression que cela, le progressivement intégré subtilement dans la Constitution, on a l'impression qu'il avait pour rôle de ne jamais la mettre en exécution. Et qu'aujourd'hui, il a fallu encore ce bain de sang, cette situation catastrophique pour qu'on en revienne encore à ces espèces de palliatifs où justement on a l'impression que par-ci par-là, on reprend le projet de Joshua aussi et de Social Democratic Front. Qu'est-ce que disait le projet du SDF? Mais c'était déjà le fédéralisme. Oui, c'était le fédéralisme. Par rapport à ce code supportant décentralisation, quels sont les éléments? Vous avez l'impression qu'il y a un certain nombre de dispositions qui ont été récupérées à partir de ce projet. Non, je dis... Quels sont les éléments qui prouvent, qui prouvent ce que vous dites? Oui, les éléments, par exemple, le médiateur. Vous savez bien que aussi il avait bien défendu sur les plateaux. Je me rappelle même, c'était ici, où il y avait, c'était pas un adversaire, un analyste qui parlait même, il lui demandait pourquoi ne pas aller jusqu'à un ombudsman. Et donc il disait, bon,
on peut quand même déjà... Cela fait donc l'objet de votre satisfaction. Non, mais je veux dire que mais le contexte, oui, on prend la coquille, mais on la vide du contenu. C'est-à-dire que l'idée était d'évacuer le sous-préfet, préfet, toute cette administration héritée de la colonisation et qui n'est que budgétivore et même oppressive. On le vit au quotidien, on l'a vu encore au dernièrement. Donc, oui, il ne sert à rien. Cette administration empêche vraiment le développement. Non, tous, gouverneurs, tous ces gens non élus là. À grand chose. À l'expérience, il n'existe pas dans tous les pays. Aux États-Unis, qui est sous-préfet? Quel est l'équivalent du sous-préfet là-bas aux États-Unis, par exemple? Où c'est un fédéralisme, un système fédéral. Au Nigeria, dans tous les pays du monde. On n'a pas l'équivalent, ce n'est qu'un cas typique français. Et on a l'impression que, comme il a fallu aller rendre compte, on va nous imposer cette camisole française de la décentralisation, où on va maintenant aller à une espèce qu'ils appellent là-bas agglomération des communes, agrégation en agglomération. Oui, au lieu de se dire, mais comment est-ce que nous, peuple responsables, intelligents, pouvons inventer notre vivre ensemble. Très bien. Notre manière de développer. La satisfaction du SDF, c'est mi-figue, mi-raisin. Très modeste. En fait, on se dit, ça reste encore dans la logique des concessions pour que la paix puisse revenir. C'est ça le contexte fondamental. Essayer d'obtenir la paix pour que ce bain de sang puisse enfin s'arrêter. Et c'est ça le défi majeur. Quand on va voter ces textes, il faudra que nos députés se posent tout le temps la question de savoir est-ce que ça pourra au moins satisfaire le minimum des attentes de ces populations de culture anglophone, de culture libérale, de culture libre, pas libertin, non, c'est pas ça. Mais je veux dire que, on en a tous besoin maintenant au Cameroun. Dans toutes les autres parties, nous sommes assez évolués, on a assez réfléchi à notre situation et nous sommes tout à fait preneurs de cette manière de concevoir l'organisation de l'État. Simon-Pierre Idiba, la réforme portant décentralisation, elle est là, elle était attendue, en tout cas, elle a été invoquée par l'ensemble de la classe politique camerounaise et même avec l'appui de la communauté internationale. Alors, la réforme de la décentralisation, elle est là. Est-ce que, selon vous, les besoins des populations vont changer? Je voudrais vous conduire là vers les profils des élus auxquels on devrait s'attendre à l'issue des élections législatives et municipales de 2020. Pour vous, il faudra que le maire soit qui? Le maire soit un monsieur diplômé qui a quand même une certaine expérience pour que la décentralisation prenne corps ici comme là-bas. Juste là, avant de répondre à votre question, je voudrais apporter une petite précision. Quand moi je viens sur un plateau, je suis un homme de terrain. Je ne viens pas ici pour élaborer des théories, pour perdre les Camerounais qui nous écoutent. J'aime bien écouter Sostène. Nous pouvons même passer toute une soirée ici. Je ne serais pas gêné de l'écouter, hein, il parle tellement bien. Mais donnez le temps qu'il faut à chacun pour répondre à vos questions. Je vous en prie. Je ne suis pas venu ici pour écouter les autres ou pour assister à, je ne sais pas, comment je vais le dire, prêtez-moi l'expression. Non, un procès du parti au pouvoir qui est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est mon parti. Il ne s'agit pas de ça. Plaçons les choses dans leur contexte. Bien entendu. Il y a un code qui est soumis aujourd'hui à l'Assemblée. Et nous savons très bien, je parle en tant qu'homme de terrain, que la décentralisation a été évaluée depuis qu'elle est mise en œuvre. Ah bon? Et les Camerounais se sont assis autour d'une table. Je suis surpris aussi. Vous me laissez parler, Dr Zohar. Il y a eu les assises générales de la commune en février. Qui ont été convoqués par le ministre en charge de la décentralisation. Il y a eu des recommandations formulées au cours de ces assises qui n'étaient pas seulement animées par le RDPC. Je crois qu'il y avait beaucoup de parties prenantes et des experts venus de très loin. Il y a eu le grand dialogue national qui a été demandé par une grande partie des Camerounais, qui a eu lieu. Et au cours de ce dialogue également, on a formulé un certain nombre de recommandations. Je crois que c'est en droite ligne de tout cela que ce code est aujourd'hui proposé pour essayer d'avancer
dans ce qu'on a appelé l'accélération de la décentralisation. Et en tant qu'homme de terrain, je l'ai parcouru, le projet de texte en diagonale, et j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes là-dedans qui pourront permettre aux maires que je suis, que je pourrais encore être demain, de mieux faire ce qui est attendu des populations, par les populations. Je crois que c'est une réelle avancée. Il ne faut pas toujours être excessif. C'est ça que nous condamnons chez nos amis. Sostène ne peut pas être aussi excessif. Lui qui est un observateur de la scène, un historien du présent et qui est un acteur. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas au municipal aujourd'hui qu'il va dire que cette affaire-là ne sert à rien. Non. Je crois qu'il y a de réelles avancées. Attendons que le Parlement se prononce, qu'il examine. Il y a des intelligences là-bas, des grandes intelligences. Que ces gens-là examinent ce projet, qu'ils se prononcent et qu'ils sortent de là quelque chose qui puisse faire avancer le... Alors maintenant, pour répondre à ma question, quel est selon vous le profil que devraient avoir les futurs élus dans ce grand contexte de la décentralisation, les conseillers municipaux? Je commencerai par dire... Quel pourrait être le profil selon vous? Je commencerai par dire ce que cet élu-là ne devra pas être forcément. Devra pas être forcément... Il ne devra pas être... le professeur d'université. Il ne devra pas être forcément... celui-là qui est sorti de HEC, mais prenez mes mots tels que je les... Je vous en prie. Alors, pas forcément. Dit qu'il ne devra pas être forcément le professeur d'université. Il ne devra pas être forcément celui qui est sorti de HEC. Et ça devra être quelqu'un qui a des aptitudes d'apprendre et de s'adapter très rapidement au contexte. Ça devra être quelqu'un qui a des attitudes d'un citoyen républicain et qui jouit d'une probité morale. Sans allégeance aussi. Vous voulez me prêter des mots, docteur Zoua? Alors, d'une probité morale avérée. Donc, quelqu'un qui pense le développement de son pays. Un bâtisseur, un conseiller municipal, doit s'associer aux autres, à son maire, pour bâtir. Et ce devra être un peu ce profil-là. Ce n'est pas le plus grand diplômé, je l'ai déjà dit. Donc, nous voulons des Camerounais qui sont déterminés à accompagner le gouvernement et à soutenir les populations dans la recherche quotidienne de l'amélioration de leur cadre de vie et de leurs conditions de vie. Très bien. Ce sera ça le profil. Tout à fait. Le profil pour vous, c'est quoi, Sostène Médard Lipote, s'il vous était donné, vous, en tant qu'expert des questions de communication politique, chercheur, enseignant, ancien journaliste, homme politique, homme de terrain, acteur, co-auteur, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on doit quelque peu changer de paradigme par rapport au profil des élus de la nation, par rapport au profil des conseillers municipaux? Qui doit être conseiller municipal? Qui devrait être député au Cameroun? Et vous avez utilisé l'expression juste comme si nous avons préparé ensemble cette émission. Vous avez parlé de paradigme, mais on parlera encore de gros mots, mais ce n'est pas un gros mot. C'est juste un paradigme, ça veut dire tout simplement la façon de faire. Ce que nous voulons dire à ce sujet, les conseillers municipaux et maires du RDPC ont un bilan. Vous serez jugé sur la base de votre bilan. Ce n'est pas l'hypothèse qui vous juge. Il n'y a pas que des conseillers municipaux du RDPC. Il y en a dans d'autres partis, monsieur Lipote. Vous serez jugé sur la base... Nous serons tous jugés, que ce soit du RDPC, qu'il soit du RDPC ou le MRC n'en a pas. Nous avons des conseillers municipaux. Ils seront également jugés. Mais c'est ce que je vous dis, justement. Voilà. Mais ne parlez pas seulement du RDPC. Vous serez jugé et vous serez sanctionné. Positivement ou négativement? S'il a mal fait, ça va être négatif. Et les sanctions seront sévères et seront lourdes. Et malgré, bien entendu, le système parfois de fraude qui a lieu. Donc, ils ont un bilan et c'est à eux de le défendre. Et sur ce plan-là, le jugement est inéluctable. Maintenant, le profil. Je préfère rester dans l'acception anglo-saxonne du conseiller municipal ou du maire. Le conseiller municipal, je parle également sous le contrôle du SDF, c'est le local government. Local government. Tout à fait. Le gouvernement local.
Le profil n'est pas celui que l'on veut nous faire croire que, non, on peut rejeter un universitaire ou on peut rejeter un balayeur de rue. Non. C'est un politique qui gère la commune. Local government. Si vous vous trompez, vous dites que non, vous êtes seulement un bon manager, vous vous êtes trompé. C'est un bon acteur politique, proche des populations. On a vu dans les plus grandes villes du monde, M. Liba, d'ailleurs il voyage beaucoup, c'est mon Pierre. Et je dois dire que quand vous allez dans ces villes-là, quelqu'un parfois préfère être maire d'une ville, c'est l'exemple, le maire de la ville de Nancy, se sent plus à l'aise que d'être ministre. Il est plus à l'aise comme ça. Pareil pour Washington. Même pour Dakar, ici en Afrique. Même pour Djobouk. On nous concentre très bien ici en Afrique du Sud. Parce que partout où vous passez, les populations vous aiment. Vous présentent leurs doléances et elles savent que vous les écoutez et vous devez résoudre leurs problèmes. Donc, pour nous, effectivement, ça peut être n'importe qui, mais pourvu qu'il ait les qualités d'un bon gouvernant, à l'écoute des populations, à l'écoute de ceux qui l'ont élu, et qu'il puisse, bien entendu, s'entourer des experts qu'il faut. Parce qu'en fait, en lui-même, il n'est pas un expert. Tout à fait, oui. Il peut l'être par hasard. Il peut être un expert des collectivités locales décentralisées par hasard. Mais c'est extrêmement rare, y compris dans les pays développés. Donc, il s'entoure des compétences nécessaires. Et même l'expert, il doit être à l'écoute. À l'écoute des compétences nécessaires, on ausculte les besoins du peuple souverain. Et puis maintenant, on passe à l'action. Et ce n'est pas élastique. Non, c'est des durées bien déterminées, des mandats. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que dans certaines autres contrées, là c'est rare au monde, parfois le maire a encore une prolongation d'1 an par rapport à l'élection. Parce que pour des besoins, en fait, de finaliser le projet qu'il avait, bien entendu. Ce que nous voulons dire à ce sujet-là, pour nous, le maire MRC, si nous étions allés à ces élections, dommage pour nous, c'est un simulacre d'élection. Sorry, I beg Vous avez dit dommage. pardon. Oui, I beg pardon. Vous avez dit dommage. Oui, parce que, bien entendu... Vous regrettez de n'être pas allé aux élections. Oui, parce que y a une grande partie des Camerounais qui sont exclus de ces élections. Sauf que vous n'y êtes pas allé parce qu'une grande partie sera... Ça fait partie de ce débat. Ça fait partie de ce débat sur le texte qui est à l'Assemblée nationale. Il n'a même pas tenu compte. Ce texte n'a pas tenu compte, bien entendu, de la spécificité. J'ai parcouru quelques lignes. On n'a pas souhaité, je dois bien le mentionner, qu'il y ait un débat d'abord public sur ce texte. Le texte, même jamais fait, le texte est arrivé comme un fantôme à l'Assemblée nationale et certains députés ne l'ont découvert que ce matin. Et vous vous rendez compte, aucun débat public, rien du tout. Autrement dit, tout est déjà fait quelque part dans un bureau d'études, nous sommes étudiés, et on attend tout simplement qu'il y ait une ratification dans une signature. Ou bien de Paris. Vous insultez nos députés, hein, vous insultez nos députés et nos sénateurs. Non. Mais un texte qui arrive le matin, ils ont lu ça quand? Vous connaissez les mécanismes. Ils ont lu ça quand? Sosten, vous les Ils connaissez. sont sérieux entre nous. Quand on parle d'un projet de loi, c'est la réalité. Même les thésards, quand on parle d'un projet de loi, on ne va pas prendre un député à l'Assemblée pour rentrer des députés, au sein du gouvernement. Si les députés se respectaient, c'est un projet de loi qui est préparé par le gouvernement. Si les députés se respectaient, seraient les premiers à refuser qu'ils soient mis dans l'obligation de voter des lois dans des impératifs de temps aussi courts. Très bien. Alors, je voulais diriger le débat sur la question de ces profils des élus. Vous avez si bonnement dressé quelques-uns en termes d'éléments de langage. Je voudrais m'adresser au SDF. Est-ce que aujourd'hui, même au sein du SDF, on ne doit pas faire une espèce d'adjournamento pour remettre un peu en question la qualité des personnes qui sont des conseillers municipaux, des députés, qui peuvent participer au débat pour la construction du développement du Cameroun? On a parfois l'impression qu'ils sont absents, faute de qualité et de capacité. Certainement faute de qualité, de capacité et surtout capacité en termes de marge de manœuvre. Il se trouve que les institutions au Cameroun fonctionnent essentiellement sous le mode allégeance. Lorsqu'il y a une loi, la première question qu'on se pose, c'est que veut la hiérarchie? Qu'est-ce qu'on s'attend à ce que nous, qu'est-ce qu'on attend de nous comme action? On se dit, non, je vous dis la question de savoir qu'est-ce qu'un Nidjon Foudi veut. Vous savez très bien que le SDF a toujours été minoritaire depuis l'avènement de la démocratie, d'où le débat qui a eu lieu récemment de savoir est-ce qu'il fallait continuer de rester dans ces institutions ou alors en sortir.
ce débat a d'abord eu lieu au SDF avant que le MRC le reprenne à son compte. Donc, c'est pour dire que c'est cet environnement-là fondamental que nous appelons logique de l'oppression en réalité. On n'a jamais eu pour souci de laisser la citoyenneté s'exprimer librement, si je peux le dire comme cela. C'est-à-dire la reconnaissance que l'on a déjà de soi-même et ensuite d'appartenir à un espace à partir de la localité. Donc, il se trouve que dans cette logique, le maire, on s'est toujours demandé à quoi bien il peut servir, d'une part. Et même dans cette logique de décentralisation, je m'attends à ce que le maire puisse prendre en charge la destinée de sa population et pas devenir ce maire par mimétisme dont on attend qu'il fasse les choses que l'on voit ailleurs et pas forcément se dire qu'attend mon peuple de cette situation. Or, pour nous, actuellement, la question de l'emploi est essentielle. Et sous le prisme de l'emploi, on peut toucher toutes les autres questions, y compris les questions monétaires. La question du financement. Parce que quand on recherche de l'emploi, on va toucher la question de l'entrepreneuriat, ou dans un environnement où on se demande quelles sont nos grandes entreprises, quelle est la place des entreprises étrangères et leur influence sur notre économie. Or, l'analyse aujourd'hui dans beaucoup de pays, je me rappelle il y a quelque temps, il y a une chaîne radio marocaine qui diffuse ici, et ils étaient en train d'exposer sur cette question en faisant comprendre la place des municipalités, des communautés locales dans l'émergence et même le financement des entreprises. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui l'endettement colossal du Cameroun, il n'y a pas, et même la question de la corruption, logiquement ça ne devrait pas étonner, même si on va nous accuser de faire la théorie. Mais en réalité, c'est le bon sens. Quel est l'intérêt de ces personnes à bien gérer efficacement pour l'intérêt commun et pas pour leurs intérêts privés? Il se trouve donc à partir des collectivités locales, c'est le discours que le SDF a toujours défendu, the power to the people, à savoir ceux qui sont contrôlés. Donc une vraie démocratie, pas la situation comme il le disait tout à l'heure, on se retrouve les maires qui sont seuls, ça devrait être un scandale. Et les cas n'auraient jamais dû accepter ça, qu'un seul parti se présente à une élection. On aurait dû tout faire, peut-être même attendre qu'il y ait au moins une autre liste et promouvoir. Je vous en prie. Oui, je n'ai pas dit que la loi le leur permet, je le sais, mais je suis en train de dire que dans un système, je vous en prie, dans un système où on fait les lois, on aurait pu justement privilégier la concurrence en se disant c'est cette concurrence qui va amener de la qualité. Mais au-delà de tout ce que vous dites là, est-ce qu'au SDF on ne pense pas que power to the people, c'est-à-dire qu'il faut préparer les Camerounais à voter un type de personnages quand même qui devraient conduire leur destinée, localement ou au plan national? Tout à fait, mais la première étape là, c'est déjà apprendre aux Camerounais à voter un programme. Nous avons été scandalisés à la dernière élection présidentielle d'être sanctionnés d'un 3%, même si le Nord-Ouest et le Sud-Ouest n'avaient pas voté. C'est-à-dire, non, je vous en prie, laissez-moi terminer. Et qu'aujourd'hui, ce sont les éléments de ce programme qui sont convoqués, récupérés en pleine urgence pour se relancer. Ça suppose que la qualité de ce projet a été mal évaluée. On a parlé d'évaluation ici. Et que justement, il faut se demander qu'est-ce qui a pu conduire les Camerounais à ne pas se rendre compte des mines de trésors que contenait ce projet. Donc, la première démarche, la première question, c'est d'abord apprendre à voter sur un projet et pas des personnes. Parce que sinon, on risque de se retrouver à rechercher un Dieu qui n'existe pas. Alors, je vais donner la parole au moins qui n'est pas humain. 30 secondes en tant qu'analyste. Cette fois-là, je convoque la casquette de l'homme de science que vous êtes ce stade à l'époque. Est-ce que c'est la masse critique qui n'est pas importante ou alors c'est les hommes politiques qui ne font pas suffisamment de la propagande par rapport à leur projet de société pour que ce qu'il a dit tout à l'heure se vérifie? C'est-à-dire que les Camerounais manifestement ne votent pas le projet, ils votent parfois l'homme. Vous nous amenez tous là à faire une sorte d'autocritique, autrement dit, d'aggiornamento. Cela, il faut le dire, les hommes politiques, les acteurs politiques, tous bords confondus, ont leur part de responsabilité. Mais l'État, en tant que principale institution, et même les collectivités locales, ont le devoir, l'obligation d'éduquer très bien les Camerounais. C'est-à-dire c'est une obligation.
quelle que soit la formation politique, la religion à laquelle on appartient, oui, votre État doit bien vous éduquer. Et cela dit, quelque part, il y a des manquements et il y a des discours aussi qui découragent les gens à s'inscrire ou alors à faire de la politique ou à s'intéresser à leur collectivité. Il y a des gens qui pensent que... La photo MRC qui demande aux gens de marcher, ou la photo SDF qui fait la danse de Bafia, un pas en avant, deux en arrière. La faute d'abord à ceux qui braquent 1000 milliards dans les caisses de l'État. Et ils sont assis dans le bureau ou devant leur écran ce soir, ils nous regardent. Personne ne les arrête. Qui sont-ils? La faute n'est pas à celui qui dit, mais nous protestons contre les gens qui ont braqué 1000 milliards, on n'a pas de canne. Vous avez fait humilier Paul Biya. Effectivement, il a dit, le jour 10, ce sera prêt. Où sont les 1000 milliards en question? Ils ont même été promus comme ministres. Même en termes de grade ministériel, ils ont avancé. Et vous vous rendez compte, c'est la faute donc justement à cet État et à ce gouvernement d'abord. Ce n'est pas la faute à celui qui proteste. Et justement, ceux qui protestent doivent atteindre de certaines masses critiques, quitte à ce que, même par la parole, ils puissent chasser ces gens-là du pouvoir. Vous avez dit pas seulement, oui, chasser. Pas seulement du pouvoir central, y compris du pouvoir local. Parce que, quelque part, on a même certains maires de ce parti au pouvoir sortant qui ont noué des contrats avec des villes étrangères dans le monde. C'est comme si c'était davantage pour faire des voyages de plaisance qui à Tokyo, qui à Dubourg, qui à Washington, au lieu de développer leur commune. À peine vous arrivez dans leur commune qu'en réalité, on dirait des poubelles à ciel ouvert. Il y a un problème à ce sujet-là, bien entendu. Donc, il y a une éducation civique qui appartient à l'État, à travers les différents ministères en charge de l'éducation. Dommage. Et même jusqu'à l'université. Et quand quelqu'un, un homme politique, va dire l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, il fait faux. Dans votre foyer, il y a de la politique. Dans votre foyer conjugal. Parce que vous devez gérer des contradictions. Pour ceux qui en ont. Oui, vous devez gérer des budgets. Pour ceux qui en ont. Vous devez gérer des contradictions. Vous devez gérer des positions différentes. Et vous devez faire à ce que vous avanciez. Et c'est pareil, d'ailleurs, aussi, dans une entreprise, dans une organisation, et au niveau d'une collectivité locale. Décentraliser les communes, et on l'espère bientôt les régions, parce que progressivement, c'est tous les 25 ans que quelque chose essaie d'être mis en place, ça sera progressivement. Vous vous rendez donc compte que on est donc beaucoup de camarades de M. Ediba qui ont fait des universités à Paris, étaient par exemple dans une union des étudiants, peut-être proches de la gauche camerounaise, ou proches de Macron aujourd'hui, pour ceux d'aujourd'hui, ou alors de la droite française. Ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, bien entendu, tout simplement, c'est le crime. Mais l'activité pour apprendre à gérer la cité, au contraire, c'est encouragé. Et c'est de ça qu'il est aussi question d'abord. Parce que lorsqu'on fait cela, dans chaque famille, vous entendez des gens dire « Non, tu es trop jeune pour faire la politique, c'est pour les vieux. » C'est un sacrilège. Monsieur Ediba a-t-il eu besoin d'être vieux pour être maire de voilà? Non. Il faut donc faire attention. Il faut prendre ce goût du risque, là, bien entendu, puisqu'il y a des gens qui ont même des attitudes naturelles et psychologiques, voire intellectuelles, pour, effectivement, diriger un pays, ou pourquoi pas une commune, dès le plus jeune âge. Non. Ils n'ont pas besoin d'être des vieillards. Je suis convaincu que le SDF ne va pas se plaindre ce soir qu'on a donné plus de paroles au RDPC, mais vous aviez, vu que vous avez eu droit à 4 tours de paroles, sans que le RDPC ne se prononce sur ce plateau. Simon-Pierre Ediba. Alors, la question c'est, est-ce que vous avez l'impression qu'il faut préparer davantage les Camerounais à voter les conseillers municipaux par rapport à un type de profil bien précis avec la nouvelle donne, c'est-à-dire qu'on va accélérer la décentralisation? Est-ce que dans le RDPC, on se dit Simon-Pierre Ediba peut être maire et tel ne peut pas l'être en vertu de l'intérêt général? Bon, d'abord, Gisela, le RDPC n'est pas sur le plateau contre le MRC ni le SDF. Vous avez invité le maire d'Obala par rapport à ce projet de code de la décentralisation. Et j'ai bien peur que les minutes ne s'égrènent sans qu'on ait répondu à vos questions. Nous pouvons discuter de beaucoup de choses en dehors de votre plateau. Je serai d'ailleurs très intéressé de discuter avec Dr Zoua et mon ami Sosten, que j'aime bien. Mais répondons un peu aux questions que vous posez. Je partage le profil que Sosten a dressé tout à l'heure. C'est de ça qu'il s'agit, Sosten. C'est pas parce que tu n'as pas de candidat cette année que tu ne peux pas dresser le profil d'un bon élu local.
tu l'as fait et je partage en grande partie ce que tu as dit. Peut-être que moi je l'ai fait d'une certaine manière en disant qu'on n'est pas conseiller municipal ou député parce qu'on est professeur d'université ou parce qu'on est sorti de HEC. C'était pour dire que c'est véritablement celui-là qui est choisi par la base et qui s'implique, qui a un projet de s'impliquer dans la recherche de l'amélioration des conditions de vie et du cadre de vie des populations. Donc c'est le bâtisseur, pour parler du conseiller municipal ou du maire. C'est un bâtisseur. Et c'est celui-là qui peut être à la tête. Et je crois que sur ce plateau, je suis quand même le seul qui jouit d'une certaine expérience, parce que ça fait 13 ans que je suis là. Et d'un bilan aussi. Et oui, d'un bilan, je peux le défendre. Oh oui, je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Oui, nous ne sommes pas là pour ça. À la défense des bilans, oui. Pour vous dire que la base, la population a bien besoin de ses élus. Et de ceux-là qui regardent dans la même direction qu'eux et qui se préoccupent, qui mettent au centre de leurs préoccupations les conditions de vie et le cadre de vie des populations. Et qui ne sont pas villégiatures parce qu'il y a une condition légale. Non, écoutez, qui demande au maire de... On peut aller plus loin. Il y a l'obligation de résidence. Mais vous savez qu'à un moment donné, le maire n'avait pas de salaire. Parfois, il était obligé d'aller chercher quelque chose ailleurs. Voilà. Alors, ce problème a connu un début de solution. Mais ça ne suffit pas. Il faut bien fixer le maire dans sa commune. Et il y a beaucoup de petites choses qui doivent être faites. Et je crois que la loi, le projet de loi qui va à l'Assemblée, règle un certain nombre de problèmes. Donc, si nous parlons de profil, parlons de profil, définissons ici le profil de celui-là que les populations veulent et qui peut faire avancer les choses au niveau local. Dans ce gouvernement local que vous avez défini. Comme les 5 minutes qui nous restent à passer ensemble. Local. Quel est, selon vous, définitivement, le profil du maire que vous voudriez bien voir qu'il soit élu ou alors le député que vous voudriez bien qu'il soit porté à l'Assemblée nationale? Le profil, le premier élément, c'est celui de la compétence. Le premier, c'est-à-dire la capacité à mettre en route des méthodes, des mécanismes adéquats pour atteindre un certain objectif. Et c'est là, comme ça, que je définis la compétence. Et maintenant, par la suite, les objectifs devraient être lesquels? C'est là où on va faire intégrer la probité et tout. En tout cas, fondamentalement, pour gouverner, c'est d'abord des qualités humaines. Et aussi une capacité humaine pour faire face à cet environnement. Monsieur le maire, vous serez d'accord avec moi, nos élus aujourd'hui, comme je l'ai bien dit, quelle est leur priorité? C'est d'abord les attentes des autres et pas les siennes propres. Donc il faut une dose de personnalité pour pouvoir faire face à ça, se dire, moi je pense ceci, même si mon parti pense le contraire, mais voilà ce qui est bien pour moi, ce qui est bien pour mon pays, quel que soit ce qu'on veut m'imposer. Donc ce sont ces qualités-là. Et ensuite, donc, on est dans un pays où le niveau d'éducation est assez acceptable. Si ça parlait français et tout. Donc la question n'est pas tout à fait là, mais c'est beaucoup plus les qualités humaines et cette capacité-là justement à aller chercher au-delà de soi, de son environnement immédiat, ces ressources dont on a besoin, d'une part. Et c'est là où je veux dire, l'environnement est fondamental. Les partis politiques dans lesquels baignent ces maires aussi ont une grosse responsabilité. Parce que quand vous parlez d'éducation, j'avais envie de lui dire, même l'éducation est un processus. Si on avait commencé ce processus de décentralisation en 1996, aujourd'hui on y serait déjà bien avancé. En quelques mots, Sultan Medali Porte. Nous avons déjà dit l'essentiel. Oui, tout à fait. Un bon maire, selon nous, il doit être bilingue, français-anglais. Et parler au moins une autre langue camerounaise pour que sa propre langue maternelle. Puis, c'est bon pour le vivre ensemble. Mais... Et nous, au MRC, nous avons prévu que les maires ici, dans chaque arrondissement de Cameroun, dans chaque commune, un centre de métier. Systématiquement. Et ça fait partie d'ailleurs des projets du MRC, centre de métier dans chaque arrondissement, chaque commune. Et même les centres des affaires, parce que la question du financement aussi. Et je disais, si je remets au bout de la table, la question de l'endettement, l'inefficacité de la dette, qu'est-ce que je vais expliquer? Si on ramène ces questions-là au niveau de la commune, en donnant les mécanismes pour que les gens prennent des parts
et qu'il gère à leur compte cet argent-là, il aurait beaucoup plus d'efficacité. L'endettement local. Voilà. Vous y pensez? Mais non pas seulement l'endettement local, mais je veux dire la prise en charge de cet endettement, même par les citoyens, c'est-à-dire ces sociétés. Non, oui, mais si ce que je dis, on peut s'avérer important, pourquoi pas? C'est-à-dire rentrer logiquement dans cette économie mixte. Économie privé, locale, oui, et même économie locale mixte, mais pas simplement institutionnalisée ou publique. En guise de dernière prise de parole, est-ce que vous pensez que le Cameroun a aujourd'hui les élus qu'il mérite? Faut-il changer? J'ai posé la question à l'enseignant d'université en termes de changement de paradigme. Vous n'allez pas parler au nom des populations ici. Elles sont en train de faire leur choix. Dans certains partis politiques, on veut les éclairer quand même. On a investi et on a impliqué les militants de base. Donc, il y a le 9 février, dans plus de 100 communes du Cameroun. Le 9 février, justement. Donc, il faut moins qu'il y ait ce débat pour qu'ils sachent de quoi il s'agit, de quoi faire comme choix. Voilà. Alors, je voudrais quand même dire, avant de... En 30 secondes. Oui, je voudrais dire que le projet de loi qui est à l'Assemblée, je parle en tant qu'élu depuis 13 ans, connaît une réelle avancée par rapport à la situation antérieure. Oui, mais nous disons qu'on aurait pu être plus loin que ça. Les conseillers municipaux savent ce qu'ils veulent. Ils ont fait un plaidoyer depuis. C'est la logique de l'excellence qui nous manque. Ils ont parlé du transfert de compétences qui devrait normalement s'accompagner du transfert des moyens d'action. Les maires ont demandé 10% du budget d'investissement public. J'ai bien lu dans le cadre des CVUC, des activités des CVUC. Écoutez-moi. Aujourd'hui, je vois 15% qui sont proposés. Oh oui, bah pour c'est beaucoup, oui. Ça veut dire, je vais vous prendre un exemple. Nous, on demande 50%. Nous étions à 50% parce qu'on ne sait pas à quoi servent le reste. Nous étions à 5% jusque-là. Si nous allons à 15%, oui, c'est pour ça que nous parlons de l'excellence. Du budget du Cameroun, ça suppose que chaque commune aura au moins 2 milliards. Oui, et vous avez que ça soit les 2 milliards du maire, donc gérer dans la même logique qu'aujourd'hui, que cet argent aille dans les poches des individus. Je vous ai dit le plaidoyer des maires. Oui, mais le maire qui font un plaidoyer pour leur poche et pas pour la société. C'est de ça qu'on s'inquiète. Parlons un peu d'humanisme également. C'est de cela qu'on s'inquiète. Écoutez-moi, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Permettez qu'il achève en 2 secondes. On prend vos priorités. Alors, qu'est-ce que vous reprochez au vivre ensemble à Obala Sosten? Vous savez qu'Obala est le laboratoire du vivre ensemble. Vous connaissez très bien Obala? C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites, monsieur Dubé. Avec les explosions. Je le dis en le certifiant. En termes de prospérité, le vivre ensemble, c'est en termes de prospérité. Voilà. La prospérité au Bala, elle est laquelle? Je sais que vous avez beaucoup à dire, mais laissons le temps d'une émission aux questions de l'émission. Oui. Nous avons beaucoup à dire. Mais on n'en est pas sorti non plus. On n'est pas sorti. Maintenant, vous me ramenez sur le vivre ensemble. Est-ce que nous sommes venus parler du vivre ensemble? C'est vous qui avez introduit le vivre ensemble. Allez, monsieur le maire, quittez donc, pour qu'on conclue. Alors, je dis que ce projet de texte va apporter beaucoup. Nous avons parlé du plaidoyer des maires qui était à 10% pour le transfert des moyens. Je vois un projet qui propose 15%. Nous avons demandé l'autonomisation. La même logique. Nous avons demandé un relâchement sur la tutelle, sur les communes. Cela est consacré par le texte qui est à l'examen. Oui, sur le projet. Nous avons demandé un renforcement en termes de capacité, en termes de gestion des ressources humaines. C'est en train d'être fait. Parce que nous disions à un moment donné qu'il y a des fonctionnaires qui ne servent à rien au niveau de la fonction publique. Il y a aussi plein de chômeurs des universités. Cela est également prévu par la base. Très bien. Le maire peut recruter sans forcément remonter au niveau du gouvernement. Ça lui permet d'avoir des coudées franches et une marge de manœuvre qui lui permet, s'il a des moyens, de recruter du personnel qui puisse l'accompagner. Très bien. Et le taux de diplômé du supérieur au chômage sera un peu plus puissant que par le passé. Merci infiniment à vous, messieurs, d'être venus sur le plateau du débrief de l'actu ce soir. C'était bien entendu un thème qui s'est rapporté à ce texte, ce code portant décentralisation qui est donc arrivé sur la table des députés à l'Assemblée nationale, mais aussi les sénateurs au niveau de la Chambre haute du Parlement camerounais. Messieurs, merci d'être venus. Monsieur Zoa, pour le compte du SDF. On a bien entendu votre son de cloche. Merci infiniment à Sosten Medalipote qui parlait pour le compte du DM. Merci le mouvement pour la Renaissance
du Cameroun. Simon Pierre Diba, il est militant convaincu et convaincant du RDPC, maire d'Obala. On lui souhaite d'être ainsi reconduit. C'était le débrief de l'actu. Merci de rester en compagnie des programmes de Canada International. Tout de suite et...